Donc là, spécialement en fait sur cette salle, on va vous parler. Ce matin, on a présenté un peu globalement la technologie Abs et les différentes applications que l'on pourrait faire avec notre Topno. Là, on va être principalement axé sur la partie mobilité et donc la partie sécurité routière. Notamment avec Stéphane, on va aborder un peu ces sujets. L'objectif, comme vous le savez, avec HABS, on décrypte les ondes cérébrales avec une technologie reposant sur la détection d'unicité cérébrale. Et cette unicité nous permet de détecter des neuromarqueurs. Et ces neuromarqueurs ont comme objectif ensuite d'être utilisés dans la vie réelle. Aujourd'hui, pour reprendre un peu ce qu'on avait dit ce matin, mais vous avez les différents neuromarqueurs qui sont décryptés par la technologie HABS, avec la plupart des émotions humaines, qu'elles soient positives ou négatives, certaines pathologies, la fatigue qui va être extrêmement utilisée justement dans le monde de la mobilité et dans le monde de la sécurité routière, les attentions, qu'elles soient positives ou négatives, au niveau de concentration de la personne. Là aussi, on y viendra tout à l'heure sur un petit détail que je vous raconterai grâce au simulateur que nous aurons utilisé de la Société des Valters. Ensuite, les aspects de communication de certains mots-clés que l'on pourrait communiquer par la pensée. La partie d'authentification et d'encryption que je présentais ce matin, notamment avec le nouveau périphérique Neoxa, qui me permet de m'authentifier et en même temps d'avoir un espace de stockage sécurisé déchiffré par mes zones cérébrales. Et ensuite, la détection de la drogue, alcool, qui sont également des éléments extrêmement intéressants dans le monde de la sécurité routière. Simplement, pour redire un petit peu des offres que nous disposons aujourd'hui, Abs est découpé en 3 catégories. Nous avons CollectiveOS. CollectiveOS est un système d'exploitation que nous fournissons au laboratoire de recherche afin qu'ils puissent trouver des nouveaux neuromarqueurs supplémentaires à ceux détectés par HABS. Globalement, dans le monde de la santé notamment, pas mal de laboratoires ont chacun leur spécificité sur des bases de données de pathologies dont nous ne disposons pas, que ce soit sur des pathologies type la schizophrénie, les maladies de Parkinson ou Alzheimer. Et ces laboratoires travaillent activement à exploiter leurs bases de données et les décrypter avec les technologies HABS afin d'isoler les neuromarqueurs. L'objectif final étant, par exemple, dès que vous portez ce périphérique, de faire un scan complet de votre état et de vérifier si ces pathologies sont présentantes. Donc c'est toujours à peu près le même principe avec le CognitiveOS, diffusion d'un système d'exploitation de décryptage des ondes cérébrales en vue d'être exploité et utilisé par les laboratoires ou par des grands groupes internationaux. Le Cognitive Persona est une solution qui nous permet de modéliser le comportement et surtout utilisé en phase de R&D. Globalement, quand vous fabriquez un produit, pour ça je vous invite après à assister à une présentation que l'on fera dans la salle retail et dans ma salle luxe. On parlera un peu plus en détail de ce produit qui est un métier d'aide à la création de solutions de recherche et de développement. Et ensuite, les Cognitive API, dans le cas justement de partenariat avec la société Doubleter, c'est les API HABS qui sont exploités, notamment les API de concentration, l'API fatigue. Alors, un des éléments avec le simulateur pour Doubleter, on a créé une nouvelle API, qui est l'API de détection de concentration dans la distraction. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Vous êtes en train de conduire une voiture. En même temps, vous répondez à votre téléphone. Pour le cerveau, vous êtes toujours concentré. Mais grâce à notre technologie et le simulateur, on a pu isoler le neuromarqueur qui permet de bien différencier une personne qui est en concentration sur un téléphone ou en concentration sur la concentration en train de regarder la télé et de faire autre chose. Ce sont des éléments extrêmement intéressants d'être mesurés. De la même manière, on a les indicateurs liés à la fatigue. Alors la fatigue, il faut le savoir que dans les ondes cérébrales, on les détecte bien avant le fait que les signaux de fatigue apparaissent sur le corps humain. Aujourd'hui, il existe des procédés dans les véhicules, par des caméras, vont détecter en fait globalement les yeux de l'utilisateur et voir un petit peu si au niveau du visage il est déjà fatigué. Sauf que quand la caméra commence à détecter ce signe de fatigue sur un individu, il est presque déjà trop tard. Il est déjà dans un élément extrêmement de fatigue et donc ça fait déjà quelque temps qu'il est très fortement déconcentré sur l'arme. L'avantage d'utiliser l'API fatigue, c'est qu'on détecte largement l'état de fatigue avant même que la personne ait conscience de son état de fatigue. Ce qui permet de prévenir l'utilisateur qui est encore dans un état extrêmement correct de conduite, qu'il va être fatigué prochainement et qu'il doit se reposer. Donc voilà, donc les API que nous créons, chaque neuromarqueur découvert par HABS donne naissance à une API qui ensuite doit être exploitée par des partenaires comme Doubleter qui l'utilise dans son simulateur, avec pour objectif ensuite d'exploiter les mêmes API dans la vie réelle. Donc là, je vais laisser la parole à Stéphane
commenter justement la vidéo de l'un de nos techniciens qui justement est équipé du dispositif HABS et utilise le simulateur de l'attaque. Bonjour à tous, c'est découvrir en même temps que vous les images du tournage de l'ADI, donc un simulateur de Pandy. Vous avez un poste de conduite comme dans un environnement peu pur. On projette par écran et on a la possibilité de rouler. L'avantage de la simulation va permettre de simuler différentes situations, voire des situations d'accident et d'analyser un petit peu le comportement et réaction du conducteur. Donc on a toutes les informations au niveau de la conduite, la vitesse à laquelle roule le conducteur. On a des environnements, possibilité de simuler différentes situations. Et là, par exemple, le conducteur se retrouve dans une situation potentiellement à risque et manifestement, il a bien géré la situation. Dans un autre cas de figure qui peut être plus ou moins identique en fonction de l'approche au niveau d'un danger, l'approche au niveau d'une intersection, eh bien, le conducteur peut mettre plus de temps pour réagir trop tardivement et être impliqué dans un accident de la circulation. Je suppose qu'on va arriver à une situation qui est la même que tout à l'heure. La voiture débouche, sauf que la fin de l'histoire, elle est différente et on a un accident. Alors, le simulateur permet de simuler en toute sécurité différentes situations d'incident, permet grâce à la fonctionnalité qui, à mon avis, est la plus importante, de pouvoir analyser. Là, on a une courbe d'attention qui permet de savoir si le conducteur a un minimum de vigilance, toujours un minimum de vigilance sur la route. Maintenant, si on a une anticipation de ce qui est potentiellement un risque, le niveau d'attention, il doit pouvoir augmenter de manière importante. Donc, ça fait très longtemps que je suis dans la sécurité routière. D'abord, dans la formation des conducteurs. Alors, des conducteurs, non pas pour le permis de conduire, c'est au-delà. On forme les conducteurs professionnels, alors pas que des conducteurs poids lourds. On forme les commerciaux, les techniciens, les taxis, les ambulanciers. Et j'ai travaillé pendant très longtemps en SAN pour pouvoir parler de sécurité routière, sur le circuit pour pouvoir faire vivre des situations et bien sûr une application concrète dans la circulation de tous les jours. Et maintenant, faire des formations sur piste, sur circuit, ça offre quand même beaucoup de contraintes. Et donc, après avoir développé un référentiel de conduite, après avoir développé nos supports de formation en 2D et en 3D, je me suis dit, il y a maintenant 20 ans, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser les simulateurs de conduite pour mieux former les conducteurs? Alors, j'ai testé les machines qui existaient en me disant, si ça me convient, je vais acheter des simulateurs de conduite et ça sera un outil à notre catalogue. J'ai pas trouvé ce qui correspondait à mes besoins. Et je me suis décidé de me lancer dans la conception de simulateurs de conduite, ce qui est à la fois une très très belle aventure, qui est aussi la grosse erreur de ma vie, c'est-à-dire que quand j'ai dit on va développer des simulateurs de conduite, j'ai pas mesuré tout le travail qu'il y avait derrière pour pouvoir vraiment arriver à avoir un outil digne de ce nom. Je pensais en avoir pour 1 an de développement parce que ça coûte cher, ça coûte très cher, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille aujourd'hui dans la simulation. On a plein de projets et plein de nouveautés dont je vais parler dans quelques instants, parce que c'est vraiment un outil extrêmement intéressant pour former des conducteurs professionnels. On a des très belles histoires, des gens à qui on avait dit, suite à un accident de la vie, il y a des médecins ont dit et ont affirmé que le patient ne pourrait jamais plus conduire de sa vie. Eh bien, on a démontré au travers du travail Donc ça, c'est le deuxième axe de développement. On a mis ça en place, un réseau de distribution sur le marché français. Et là, on est en train de finaliser les accords pour mettre la même démarche commerciale au niveau international. Donc, il y a quand même un potentiel très intéressant de développement. Je vais revenir dans quelques instants sur les solutions qui nous permettent d'être performants dans ce domaine. Et puis, le simulateur est devenu, par les évolutions, un outil formidable. On est de plus en plus sollicité. Parce qu'au niveau de la problématique sécurité routière, quand il y a un accident grave, et en actualité, actuellement, on nous fait parler très très régulièrement d'accidents de la route. Je pense qu'on a toujours une difficulté, c'est de savoir exactement ça s'est passé. Il y a des choses qui sont sympas. Moi, je suis sûr. Vous avez vu sur la vidéo, c'est un grand assis des accidents. Mais maintenant, les experts en sécurité routière seront toujours incapables de savoir précisément ce qui s'est passé. À tel moment, le tiers nous a coupé la route. Pourquoi est-ce qu'il nous a coupé la route? Et comment, moi qui étais sur l'axe prioritaire, dans l'approche de la situation à risque,
c'est là où le simulateur de conduite, que ce soit pour la formation des conducteurs, que ce soit pour les études et les projets de recherche, c'est un outil fantastique. Et à ce stade-là, on n'est pas plus avancé que sur la route, dans la FEDI. Ce qui va être très pertinent au niveau de simulateur de conduite, c'est la ponction envehiculée. C'est-à-dire que tout a été enregistré. Tout d'ailleurs peut être sauvegardé si on a besoin d'analyser ultérieurement ce qui s'est passé, décortiquer les images, etc. On sauvegarde absolument toutes les données et on peut revoir l'accident En vue intérieure, en vue extérieure, à la place des autres, c'est-à-dire à quelle vitesse roulait le conducteur, par rapport à l'événement, à quel moment il s'est produit. Là, on voit clairement l'événement se produire. On peut mesurer précisément le temps. On peut mesurer la qualité du freinage. Donc, on récupère vraiment toutes les informations. Et les évolutions au fil du temps nous ont permis, dans une situation d'accident, peut-être que soit, peut être une voiture, ça peut être un peloton, ça peut être un euro, le retour d'anticipation, potentiellement, on pourrait avoir un accident. Et bien, par rapport à ça, on va avoir un plan de réaction avant de réagir par rapport à la situation. Et ensuite, on va voir le pala. Alors, on se rend compte que sur la route, comme on n'a jamais été formé à réagir, comme on n'a jamais appris à faire un freinage d'urgence, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et dans la mesure où on n'a pas de recul, on se rend compte que les gens sont interprétants dans la place de freinage. Mais c'est presque déjà trop tard quand on a besoin de solliciter en catastrophe à cause du temps de réaction. Quel est le temps de réaction moyen d'un conducteur dans une situation d'accident? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne sais pas comment on peut calculer dans un véritable d'accident, combien de temps a mis le conducteur pour réagir parce qu'on n'a pas les informations. Nous, on les a, on a différents tests sur le simulateur de conduite qui est le plus représentatif. Une fois que le conducteur est bien à l'aise sur le simulateur, sur la machine, il a bien en main, il maîtrise bien les situations. Et puis, on va le mettre en situation d'accident et sur des milliers de conducteurs dits professionnels, dits expérimentés de la route, le temps de réaction moyen par rapport aux situations d'accident tacite, c'est plus une seconde. Traduisez qu'à 90 km/h, ça veut dire que la voiture a parcouru 30 mètres. Ou on est pompier parcourt 30 mètres alors qu'on est en situation d'accident avant d'appuyer sur la pelle de bras. Et souvent, on se dit, je pouvais rien faire pour éviter. Si on avait dû préler un peu plus tôt, on aurait certainement pu éviter l'accident. En mettant en œuvre des mesures de sécurité, on peut réagir en moins de 4 dixièmes des secondes. Quelle est la différence entre réagir après 1 seconde 2 par rapport à un événement ou réagir après 4 dixièmes de seconde? Après 1 seconde 2, on montre que l'accident ou la violence du choc, l'accident aurait été corporel grave, voire accident mortel. En réagissant dans la même situation en moins de 4 dixièmes de seconde, il n'y a pas d'accident. Voilà la différence sur la route. On est à des dixièmes de seconde. Dans la vie, on n'est pas à des dixièmes de seconde au pendant d'une voiture. Alors, ce qui est intéressant, oui, au niveau de l'évolution de la technologie, pour faire un simulateur avec le volant, pédalier, on projette l'image, on simule les situations, je mesure le temps de réaction très précisément, mais un temps de réaction, c'est quoi? C'est d'abord une prise d'information. Il faut que je vois potentiellement la situation qui vient de se dégrader et qui peut mettre en situation d'accident. Ça va au cerveau, il va falloir que j'analyse la situation en disant « Oh là là, il va falloir que je freine, je donne un coup de volant », il va y avoir derrière une action. Ensuite, si j'étais sur accélérateur, de passage accélérateur-frein. Ensuite, il y a l'enfoncement de la pédale de frein avant d'arriver à un freinage efficace. C'est tout ça qui prend 2 secondes. Je suis en fin de carrière, même si je n'ai pas prévu de date d'arrêt, mais ça fait maintenant 45 ans que je suis dans la sécurité routière. Pour moi, chez les conducteurs, et si ça occasionne dans 40% des cas d'incidents sur la route, c'est la prise d'information, c'est l'observation de l'environnement. Et jusqu'ici, il était impossible de dire à un conducteur qui ne regarde pas assez loin, qu'il n'a pas vu un obstacle, qu'il n'a pas assez de mobilité de regard, qu'il ne regarde pas assez dans des rétros, parce que tous les conducteurs me diront « Mais si, t'inquiète pas, je regarde toujours loin. Oh, mais j'arrête pas de regarder dans des rétroviseurs. » On a ajouté il y a 18 mois dans notre simulateur, grâce à un capteur, ensuite on a intégré et on a développé toutes les fonctionnalités, parce qu'on veut dire que c'est le savoir-faire de la société de Belter par l'expertise en sécurité routière, c'est de rendre des fonctions intéressantes et pertinentes. Eh bien, on a pu donc intégrer le suivi des pupilles, des yeux et des pupilles, qui nous permet très précisément de savoir où regarde nos conducteurs. À partir de là, on a de très belles surprises. Je ne pensais pas que les gens regardaient aussi mal. Je ne pensais pas que les gens auraient autant de mobilité du regard par rapport à l'environnement. Je ne pensais pas te regarder qu'autant dans le rétroviseur. Donc, on a eu de très belles surprises. Mais on va se rendre compte aussi aujourd'hui qu'il y a des distracteurs
Olivier vient de nous en parler. Alors, moi, distracteur, vous savez, des deux téléphones, c'est qui nous mais on est plus ou moins pièces de téléphoner au volant d'une voiture. En fait, en faisant des études sur le suivi du regard et l'analyse des comportements, on se rend compte que même mettre la radio, qu'est-ce que ça n'y prend comme temps de régler la radio, de régler le son, de chercher la station. Dès qu'on va utiliser un distracteur de regard, c'est au coude sur l'écran. De voiture, on a très beaux écrans encore, oui. Et puis je regarde la route devant, je regarde que ma boîte de circulation, je regarde très rapidement parce que je retourne sur la tablette. Donc, ça permet d'analyser un petit peu ses habitudes et ses comportements au volant d'une voiture. Maintenant, il se passe des gens de la sécurité routière, et c'est pas une attaque par rapport au contrôle de vitesse, par rapport aux limitations de vitesse qui sera devenues inévitables. Il ne reviendra jamais en arrière. Que tu as à savoir que le plus grand distracteur, et c'est pas une grande surprise pour nous, le plus grand distracteur dans une voiture, c'est le compteur des vitesses. Qu'est-ce qu'on regarde le compteur de vitesse? Et quand on regarde le compteur de vitesse, on me regarde plan. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on n'a pas de l'affichage tête haute. Donc, on a cette analyse. Maintenant, ce qu'on ajoute avec HABS, c'est de dire qu'effectivement, avec les capteurs dans le cerveau, eh bien, ça va nous permettre d'aller plus loin. Parce que maintenant, je sais exactement quand on prend l'information. L'information, elle part au cerveau. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce qu'on analyse rapidement la situation? Est-ce qu'on s'est concentré à l'approche d'une intersection? Est-ce qu'on se pouvait en état de saute de lance? Quand on a des véhicules sur 720 km parcourus pour pouvoir mesurer la fatigue au volant et on a testé oscillateur, c'est encore plus fatigant. Je suis retrouvé avec un conducteur, j'ai une certicule, il regarde la route, il voit un accident se produire devant lui. Alors qu'on a mesuré la performance régulièrement de ce conducteur, il a très bon réflexe, il réagit très vite dans la situation d'accident et pourtant il regarde l'obstacle. Il a mis 4 secondes avant d'appuyer sur la dalle de pain. C'est là où on a besoin d'avoir des capteurs pour se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le conducteur ne réagisse pas. Et ce qui aurait été très pertinent, c'est de pouvoir avoir une alerte parce que ça s'est certainement passé régulièrement, mais ça on ne le sait pas. Je l'ai découvert par rapport à une situation précise d'accident, mais si bien tu n'aurais qu'aucun élément. À pas se dire, le conducteur, oui, j'étais fatigué, j'ai dû puiser dans mes ressources et dans mes réserves. En fait, on ne peut pas comprendre comment on peut mettre 15 secondes alors qu'on voit l'accident se produire et on ne réagit pas. Dans tout travail qu'on est en train de faire, c'est intégrer ces capteurs dans le simulateur de conduite dans l'avenir. Donc, il y a plein de perspectives de développement. C'est ce qu'on est en train de tester et de réaviser pour pouvoir intégrer ça dans la simulation, parce que ça permettra d'améliorer la sécurité routière. Pour tous ceux qui ont un handicap après un accident, est-ce que tout se passe bien dans l'avion, dans le comportement, dans le cerveau, dans la réactivité? On va pouvoir le mesurer très très précisément. Et si on veut mieux connaître les comportements sur la route et comment on pourrait s'améliorer, nous de notre côté, et comment on pourrait aussi améliorer les véhicules sur la route, parce que l'IA va nous aider à intégrer des éléments de sécurité routière. Voilà, c'est le challenge qui est en cours, c'est le travail qui est en cours avec HADS pour pouvoir vraiment intégrer ces notions et mieux comprendre la problématique de sécurité routière. Merci le rapport. Bon, merci Stéphane. Donc voilà, c'était un peu la consultation sur la partie mobilité et sécurité routière avec la technologie de l'ETL, le JPAD. Je vous invite après à en savoir plus encore sur HABS, surtout dans 15h30 de temps sur le bêta pour l'approche de ce que l'on peut faire également dans d'autres domaines, notamment l'autoconsommation. Merci à tous.